Dra, philosophe, qui a tenté, philosophe marxiste, qui a tenté de débroussailler non pas Marx, mais nos cerveaux. Alors ça a été très difficile, bien sûr, et on a un peu souffert. Elle avait apporté ou amené, je ne sais pas comment il faut dire, son petit garçon de 3 ans, qui était assis à côté d'elle, et qui manifestait de temps en temps sa présence, n'est-ce pas? Ça vous étonne, hein? Bon, on s'est bien amusé. Alors, il avait l'air de dire d'abord vivre et ensuite philosopher. Ce qui fait qu'il évoquait ainsi la philosophie d'Aristote que vous avez appris à l'école, primum vivere daente philosophare. Eh bien, ce fut quand même une excellente soirée. Je vais avoir du mal avec mon truc parce que je n'ai pas... Bon. Alors, ce soir, on change complètement de sujet. Ce soir, nous chantons. Alors, vous savez que dimanche soir, certains ont déchanté, mais ce soir, nous chantons pour tout le monde. Tout le monde est dans la course. Et nous avons invité notre ami Fred Castel, qui va vous parler de tous ces beaux textes que nous admirons. Fred Castel a créé une association qui s'appelle Trois Chantes. Vous ne pouvez pas mieux faire. Il promeut de nombreux artistes jeunes et pétulants. Il anime des émissions culturelles. Donc, en gros, on peut dire qu'il connaît la chanson. Il anime aussi une grande école, je ne sais pas s'il faut le dire, mais moi, ça me plaît beaucoup, qui forme les pédagogues dont nous avons, je vais dire, cruellement besoin. Alors, j'ai demandé également à un ami de toujours qui s'appelle Michel Joubert. Bah, tu es là ? Tu t'en souviens encore ? Et alors, Michel Joubert, qui est là pour apporter son grain de sel au propos, qui va peut-être aussi donner quelques anecdotes. Et Michel Joubert, vous le connaissez parce qu'il a animé les octaves qui étaient 8 doigts de la main. Alors, il en a perdu 3, ce qui fait que maintenant, c'est 5 cartes maîtresses que de l'atout. Puis il a animé aussi le festival en notes. Et tout ça, c'est l'époque de la nostalgie. Alors, tu vas apporter ton grain de sel, Michel, pour la défense des droits des auteurs et des interprètes, je pense. Et puis, peut-être que tu vas nous donner quelques anecdotes. Alors, pourquoi j'ai décidé, pourquoi nous avons décidé de faire cette soirée sur la chanson? C'est parce que moi, la chanson, je la chante depuis plus de 100 ans. Parce que figurez-vous que je chantais avec ma grand-mère qui est née en 1885 et qui avait des vedettes préférées. Et ces vedettes, c'était... tout à l'heure, je vous parlais de Gaston Ouvrard. Ces vedettes, c'était... je vais les dire, excusez-moi, j'ai un trou. Jean Lumière, voilà, Jean Lumière. Elle n'aimait pas Tino Rossi, mais elle adorait Jean Lumière, elle adorait Paul Delmet, oui, vous savez, ces jolies chansons. Il y a Nougaro qui a chanté Les petits cailloux là, qu'on jetait, c'est une chanson magnifique. Et puis, Berthe Silva. Voilà, c'était des chansons à mouiller les mouchoirs. Et ce soir, donc, nos amis vont nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, j'avais une question aussi à poser à nos invités. C'est est-ce qu'on peut mettre le rap dans la chanson française, dans la chanson francophone à texte? Alors, c'est peut-être une question idiote, mais j'ai des amis scientifiques qui se sont essayés à inclure les tabourets de bar dans l'ordre des girafidés, ça ne les a pas fait courir plus vite. Aucun rapport. Si. Alors, est-ce qu'on met le rap dans la chanson française? Je ne sais pas. Ils nous le diront. Alors, j'avais encore autre chose à dire à Fred Castel. Oui, autre question, pourquoi le service public de la radio ne passe que 40% de chansons francophones? Ça veut dire qu'il donne 60% de chansons anglo-américaines.
à la radio? C'est une question que je pose et qu'il faut essayer. Peut-être, Michel, tu vas nous donner tout ça. Alors, tout à l'heure, je parlais du rap, mais peut-être que je le critique. Malheureusement, moi, j'ai connu le rap en 1940. C'était Gaston Ouvrard, vous voulez que je vous en parle? Gaston Ouvrard qui chantait Je ne suis pas bien portant, hein, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie. C'était ma première leçon d'anatomie. Donc je garde un souvenir ému de cette période-là. Voilà. Alors je vais passer maintenant la parole à Gisèle qui va nous présenter les festivités du mois d'avril. Alors, malheureusement, c'est pas le... Donc, attendez, j'ai encore 2 informations. Si vous n'adhérez pas à notre belle association, nous ne pourrons plus chanter. Voilà. Et ça sera bien malheureux. Et puis une deuxième information, une bonne information, tout à l'heure, vous aurez le droit de rouvrir votre insupportable. Voilà, merci. Bon, alors, ce n'est pas un accident de cuisine, hein. C'est un bon gadin, voilà. Bon, comme quoi, le métier de cascadeuse, c'est un métier. Bon, alors, donc, voilà, je suis là pour vous présenter les prochaines conférences. Donc, la prochaine, ce sera celle de... ah non, ça n'est plus, d'accord. Oui, mais ça ne fait rien. Donc, Michel Pigeonnet, professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne, et qui est professeur d'histoire contemporaine, je l'ai déjà dit, donc qui étudie l'histoire du travail et le pouvoir de l'organisation des travailleurs sur le lieu de travail et dans la société. Alors évidemment, lui, son champ d'application, c'est l'histoire contemporaine. Évidemment, juste comme ça, c'est pas quelque chose de très nouveau, puisque dans l'Antiquité, il y avait déjà des collèges de fonctions, de professions plus exactement, donc des collèges professionnels, et tout le monde pouvait y adhérer, même si on n'était pas, par exemple, je ne sais pas moi, potier, on pouvait se mettre dans cette association de potiers. C'était donc l'ancêtre des réseaux sociaux, en fait, parce que ça avait une trésorerie, ça avait également, on pouvait donner donc de l'argent qui était géré, on faisait un banquet par an, évidemment. Il y avait des funérailles qui étaient organisées pour ceux qui étaient des adhérents et qui partaient. Donc il y avait des intérêts comme ça. Et ce sera d'ailleurs supprimé à un moment, du temps de Cicéron, on va dire, et donc remis ensuite, parce qu'on s'était aperçu que ça pouvait vite devenir des milices bien organisées, puisque tout le monde se connaissait, et au service donc de candidats, par exemple, politiques. Ce sont les fascistes qui vont les remettre, d'ailleurs, à partir de 1920 jusqu'en 1940, à l'ordre du jour, parce qu'ils avaient bien compris l'efficacité de ce genre d'association. Voilà, donc il va parler de ça, mais dans le domaine, évidemment, contemporain. Donc, quel est le poids, l'enjeu politique du travail, de l'organisation du travail? Oui, non, mais la date pour Monsieur Pigeonnet, c'est, parce que là, je ne l'ai pas noté. Oui, on ne sait plus. Donc, 14 avril. 14 avril, donc il n'y a pas encore. Alors, autre information, le 22 avril, il y aura notre AG, Assemblée Générale, donc au Petit Louvre. Eh bien oui, 22, j'ai dit 24. D'accord. Ouais, bon. Alors voilà, 22 avril, au Petit Louvre, donc AG, donc les adhérents, à jour de leur cotisation, sont invités vraiment chaleureusement à y participer. Voilà. Ensuite, le 28 avril, il y aura une conférence avec l'ADFI qui portera sur le bien-être sous emprise, donc le commerce du bien-être sous emprise. Avec la DFI, oui. Et puis... Je vous remercie beaucoup. Bah non, on ne peut pas terminer. Mais enfin, concernant l'Assemblée Générale, nous cherchons un graphiste. Nous cherchons quelqu'un qui peut nous faire des affiches. Voilà, on parle de cette personne-là.
Merci beaucoup. C'était super cette conférence, maintenant c'est le vin d'honneur. Je suis désolé, il y avait encore un mot à annoncer, je crois, mais peut-être après ou... Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Que d'honneur. Si j'ai tout bien entendu, la conférence précédente, c'était Marx et le féminisme. La prochaine, c'est un professeur émérite à la Sorbonne qui vient nous parler d'histoire contemporaine. Des fois, on parle du syndrome d'imposteur. Je ne sais pas trop bien ce que je fais ici. Du coup, j'ai triché. J'ai triché grâce à l'aide bien sûr, de l'université populaire qui dit tiens, ça pourrait être pas mal de s'adjoindre les talents d'un talentueux. Et le talentueux, c'est Michel Joubert. Et puis petit à petit, l'idée était qu'il donne quelques anecdotes. Et puis en préparant les choses ensemble, on s'est dit qu'il serait bien plus intéressant à écouter. Donc je te donnerai la parole assez souvent, Michel, bien entendu. Je me présente en 2 mots peut-être, et puis je te laisse te présenter, avant qu'on déroule un petit peu un fil qu'on vous a proposé pour vous parler effectivement de l'état de la chanson francophone en 2026. Alors c'est vrai qu'en introduction, on nous a parlé de Bert Silva. Alors peut-être qu'on va sauter quelques années pour arriver plus vite en 2026, parce que sinon, mais évidemment que parler de la chanson en 2026, c'est aussi parler d'héritage, évidemment, et ce fil rouge de l'héritage sera de toute façon évidemment présent. D'ailleurs, je vais rajouter une question. Je commence à digresser, Michel, pardon. Je rajoute juste une question parce que j'aime bien cette idée d'introduction qui ouvre sur des questions, donc les quelques questions auxquelles que nous a relayé Jean. Moi, je vais en rajouter une de questions. Alors, on ne va pas y répondre tout de suite, peut-être à la fin. Je ne sais pas si on aura la réponse. Enfin, peut-être on aura tous notre avis, mais c'est peut-être une question qui va permettre, pour chaque point qu'on va aborder, d'avoir ça en tête. La question qu'on peut se poser, c'est, si je prends par exemple, je vais prendre Georges Brassens. Est-ce que si Georges Brassens démarrait ses premiers albums en 2026, ou 2020, 2000, ce que vous voulez, est-ce qu'il aurait la notoriété qu'il a maintenant? Est-ce que lui qui est mort en 1981, est-ce que 50 ans après, 40 ans après, on continuerait à en parler, à savoir qui il est? Voilà. Est-ce que s'il avait démarré son carrière en 2000, ça serait aussi le cas? Je pense qu'on va pouvoir réfléchir à tout ça au fur et à mesure de toutes les interventions. Donc je me présente, et après je laisse Michel se présenter. Donc Frédéric Castel, imposteur, c'est à ce titre-là que je suis là. Je ne suis pas artiste, je suis pas... je suis juste admirateur d'artistes. Sur le domaine de la chanson, j'ai programmé essentiellement 2 salles de spectacle, une à Chaumont, en Haute-Marne, pendant plus de 10 ans, une association qui s'appelait Chant de Gouttière, et puis désormais, effectivement, à Troyes depuis 2020. Parce que comme je suis quelqu'un qui a toujours des bonnes idées, je dis je vais commencer à faire de la programmation en mars 2020. Bon, le 20, on a tout fermé. Voilà, ça ne peut pas dire que c'est... Et donc voilà, une association qui s'appelle Trois Chantes et qui programme des concerts essentiellement au Théâtre Le Quai, un joli petit théâtre rue Léon Couturat. Et puis aussi, on organise ce qu'on appelle des concerts bucoliques. Et les concerts bucoliques, c'est pour emmener les chanteurs et chanteuses qui viennent au Théâtre Le Quai, qui viennent dans des belles conditions, dans un beau théâtre avec des vraies lumières, du vrai son. Le samedi soir, on les emmène le dimanche à la campagne, jouer dans une grange, jouer dans des vignes, jouer dans un centre équestre. Et voilà, l'idée de Trois Chantes, c'est ça, c'est aussi d'emmener les artistes là où le public n'a pas le réflexe d'aller les voir. Et puis j'anime aussi, ça a été dit, quelques émissions de radio, dont une émission hebdomadaire consacrée à la chanson francophone, sur une radio locale qui s'appelle 3 Aubes Radio. L'émission s'appelle On allume les étoiles. J'anime aussi l'émission de radio officielle du Festival de Barjac, qui est un des festivals qui fait référence dans le monde de la chanson. Et puis voilà, surtout j'aime beaucoup les artistes, et c'est une passion. Et je vais venir vous parler je viens vous parler un petit peu de cette passion-là, et surtout donc d'essayer de faire un bilan
Depuis Bert Silva, que s'est-il passé et qu'en est-il en 2026? Mais Michel, c'est ton tour de te présenter. Merci Fred. Voilà, ça doit fonctionner. C'est quand même un chouette métier que tu fais, de mettre les autres en valeur. C'est si souvent l'inverse. Donc merci à toi d'être là, merci de partager ce moment avec toi. Et merci aussi de mettre en valeur, on en parlera tout à l'heure, mais le public. Parce que je crois que la première chose, c'est qu'un artiste n'existe que parce qu'il a du public. Non pas qu'il n'ait pas de talent, mais qu'il a le talent de pouvoir d'intéresser le public. Et à la question que tu posais tout à l'heure, à savoir est-ce que Georges Brassens, aujourd'hui, dans les conditions actuelles d'écoute, de transmission, de médiatisation, est-ce qu'il pourrait exister dans ce métier? Ma réponse à moi, c'est que je pense qu'avec l'énergie et le talent qu'il avait, le talent et l'originalité qu'il avait, effectivement, il aurait sa place, complètement sa place. Donc je ne désespère pas du tout que la chanson que l'on dit à texte, que moi je parle de la chanson, point. Je ne parle pas des musiques actuelles, pour moi ça n'existe pas. Les musiques actuelles, c'est effectivement une évolution de la chanson à texte qui a rencontré aussi les musiciens et une autre manière d'être accompagné. Donc effectivement, d'ailleurs, c'est tellement spécifique à la France de faire cette scission entre la chanson à texte et les musiques actuelles que je trouve que c'est pas tellement chouette pour les artistes de les avoir déjà séparés. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a de multiples moments et de multiples dispositions qui font qu'on tente de faire en permanence une scission entre des artistes qui ont simplement le talent de pouvoir se présenter à vous. Voilà. Donc, merci déjà d'être là, merci de pouvoir nous écouter. J'espère qu'on ne se répétera pas trop. J'espère qu'on ne va pas marcher sur les plates-bandes de Marx et le féminisme, voilà, surtout. Voilà. Et donc, on s'est fait un petit ordre du jour. Et ce petit ordre du jour, en fait, je crois que Fred voulait, au-delà d'une petite présentation rapide, raconter comment un artiste peut commencer sa carrière, comment il peut rencontrer son public et comment il peut avoir un jour envie, par exemple, d'écrire. Et d'être si gonflé et si sûr de lui qu'à un moment, il a envie de rencontrer du public. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être tenté d'écrire des poèmes, des chansons, pourquoi pas, d'apprendre un instrument, mais qu'est-ce qui fait, quel est le déclic à un moment qui fait qu'il a envie aussi de faire partager ce que l'artiste très souvent ne dit pas comme talent. Voilà, ça c'est le public qui le dira. Alors en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, c'est une longue aventure, hein, puisque le groupe Octave dont je fais partie, je fais partie encore parce que même si on a arrêté de faire de la scène, on est encore très amis et on continue aussi à parler de nos métiers, de nos rencontres qui sont évidemment très, très importantes et souvent exceptionnelles. Parce que dans ce métier-là, comme nous disait Mouloudji, 1, il faut la santé et 2, il faut la chance. Et le bol, on l'a eu. Le bol, on l'a eu, c'est ce qui nous a permis de, 40 ans après, 45 ans même après, de continuer, on s'est arrêté maintenant, mais de faire 45 ans de carrière, c'est assez exceptionnel, notamment quand on part d'une région où
C'est pas naturel quoi, de commencer en disant tiens, je vais devenir un artiste professionnel. Non, pas du tout. D'ailleurs, nous, on ne s'est jamais dit ça. On a dit on va essayer de se rencontrer avec des copains dans le cadre de chorales, dans le cadre de fêtes d'école, de lycée, et puis de commencer à s'amuser, à écrire des textes, à choisir des textes et à les interpréter collectivement. Donc effectivement, ça a été une longue étape d'amateurisme où on a essaimé nos chansons et essayé nos chansons dans différents lieux, quelquefois improbables, très improbables, quelquefois, et qui au bout d'un moment nous ont dit peut-être qu'on pourrait après tout se lancer dans ce métier-là. Ce qui est particulier, c'est qu'on avait tous des boulots. C'était un moment où quand on n'avait plus envie de faire un boulot, on en retrouvait un autre le lendemain. C'était assez simple. Donc le risque de quitter une carrière pour nous, même si elle était déjà bien implantée, n'était pas un risque énorme, puisque de toute façon on savait que si ça n'allait pas marcher, on pouvait assez facilement retrouver un boulot. Voilà, donc on a décidé de se lancer en 1971, de se lancer dans ce métier de la chanson, dans ces métiers de la chanson. À vrai dire, on n'en savait rien du tout. Savoir effectivement comment on vivait de ce métier, quelle était la filière habituelle. On avait bien quelques idées, mais on ne savait pas grand-chose. Et malgré tout, on a décidé, ce qui est un peu particulier, c'est que ce n'est pas 4 gars ou 5 gars, puisqu'on était 5 gars, soi-disant, qui formaient le groupe. On avait quand même une jeune femme qui était avec un d'entre nous et qui était pianiste et qui a dit, de toute façon, je suis venu de mon Québec pour enseigner. C'était un échange comme ça. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure. C'était en 71. On avait un seul contrat. C'était un contrat qui était signé avec un producteur suisse pour aller faire assez fréquemment des concerts à Lausanne, dans un hôtel, voilà, où on allait faire un cabaret là-bas. Donc on faisait un aller-retour et puis le lendemain, le lundi matin, on était au boulot. Donc ce n'était pas forcément si simple que ça, mais en tout cas, ça nous a aidés à imaginer ce que pouvait être ce métier et de pouvoir, on va dire, pas en toute connaissance de cause, mais en tout cas en commençant à connaître un peu quelle était la méthode pour entrer dans ce métier, de dire le 1er octobre 71, on sera tous disponibles. Donc ça, c'était un grand choix, tous disponibles, et comme on était en couple, pour certains, tous les couples allaient prendre la décision de se lancer dans cette carrière de professionnel. Ça n'a pas été simple, ça a été un peu même très compliqué vu que les uns les autres avions déjà des professions, on va dire, relativement correctes. On pouvait en vivre, donc quelle était l'hypothèse de pouvoir vivre de ce métier? Et puis il y a eu des rencontres exceptionnelles que je vous conterai tout à l'heure. Merci Michel. Peut-être aussi tu aurais pu te présenter un petit peu. Tu t'es présenté avec les octaves, mais aussi le travail du festival en notes. Mais tu en parleras peut-être aussi plus tard, c'est ça? Okay. Donc oui, en quelques petits mots avant de revenir sur ces anecdotes-là que vous propose Michel. Donc l'idée, c'est de vous parler des artistes en 2026, des artistes qu'on n'entend pas à la radio, qui sont pas mainstreamés comme on dit en bon français. Et figurez-vous que des chanteuses et chanteurs en 2026, bien qu'on pourrait croire qu'il n'en existe que justement quelques-uns assez connus et qui pour beaucoup n'ont pas des paroles très intéressantes, puisque tu parlais des paroles des chansons tout à l'heure, n'ont pas des paroles très intéressantes. Derrière ça se cache, je pense que je pourrais citer facilement 50 ou 100 noms de chanteuses, chanteurs, pas du tout médiatisés, pas du tout connus, et qui vivent de ce métier-là. Donc en fait,
il n'est pas du tout mort, le métier de chanteur et de chanteuse. Et c'est pas parce que les gens ne sont plus connus et ne passent pas à la radio. C'est pour ça que je te rejoins un petit peu, bien sûr, sur ce que tu disais sur Brassens. Évidemment que Brassens, il aurait des salles pour jouer. Évidemment qu'il aurait un public. Je ne suis pas tout à fait sûr, par contre, qu'ils remplissent des bobinots de nos jours. Mais ces artistes-là existent encore. Et ils existent dans un monde, dans un réseau, on va plutôt parler de réseau, dans un réseau qui est devenu un peu j'aime pas parler d'entre-soi parce que c'est négatif, mais c'est un entre-soi positif, c'est-à-dire les gens se soutiennent, s'entraident, font des choses ensemble. On pourra en parler si on a le temps, mais il y a de plus en plus de spectacles collectifs qui existent, où les artistes se réunissent entre eux pour mêler leurs chansons, pour faire des reprises. Je vous parlerai bien sûr d'Anne Sylvestre tout à l'heure. Et les finalités ne sont plus forcément les mêmes. Je discutais récemment avec une chanteuse, voilà, je vais beaucoup citer de gens, une fois encore, dont c'est le métier, mais dont vous ne connaissez pas forcément les noms, une chanteuse qui s'appelle Lise Van Duck, et qui me disait, à chaque repas de famille, ça ne manque pas, il y a ma grand-mère qui me dit quand même, Lise, tu dois être malheureuse parce qu'on ne t'entend pas à la radio. Et en fait, c'est plus du tout une finalité. Je pense que ça en était une. Ça en était une dans les années peut-être 80, où effectivement, même Romain Didier me racontait ça, ils avaient derrière des directeurs artistiques qui faisaient tout le travail pour eux, d'aller rencontrer les radios, de développer, là aussi c'était du réseau, mais un autre type de réseau. Et désormais, c'est plus du tout le cas. Là, grâce au système, parce que ça, on peut quand même vanter ce système de l'intermittence qui permet aux artistes de vivre, même sans travailler tous les jours, de pouvoir vivre à condition, bien sûr, de travailler suffisamment de dates dans l'année. Et ben voilà, les artistes, maintenant, ils n'attendent plus de passer à la radio, ils n'attendent plus de faire bobino, mais il y a tout un travail déjà de chanter dans les petites salles, mais aussi d'aller à la rencontre des publics, mais aussi d'aller faire animer des ateliers d'écriture dans des collèges, dans des écoles, dans des lycées, en espérant que les modalités qui existent pour le faire actuellement, le Pass Culture, puissent survivre à cette époque d'économie drastique. Bon, on a changé de ministre de la Culture. Il y a des choses qui vont bien. En plus, ils ne sont même plus maires, plus rien. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de vous parler un petit peu de ça, de scènes vivantes, de scènes engagées, de scènes indépendantes, de petits cafés, de petites salles associatives, de petits festivals, de beaucoup de petites choses qui font la grande chanson finalement en 2026. Il y a encore beaucoup de voix qui osent dire, écrire et dénoncer à travers les textes. Je vous ai dit, je pourrais citer quelques noms, j'y reviendrai, on écoutera, bien sûr on aurait dû le dire en introduction, mais on ne va pas vous parler de chansons sans écouter de la chanson, rassurez-vous. Voilà, les moments les plus intéressants, on sait bien, ce sera à ces moments-là. Et on vous parlera de Garance, qui raconte l'amour et les rapports sociaux avec humour et poésie. Lily Lucas, qui improvise parfois ses concerts dans des lieux improbables, qui multiplie les tournées à vélo, je sais qu'il va parler de David Cyr aussi tout à l'heure. De Jérémy Bosson, dont on raconte qu'un de ses albums intimes était surnommé par ses proches le disque qui ferait pleurer les cambrioleurs. Tous ces gens-là vivent de leur métier, mais loin des projecteurs. Alors ils perpétuent la tradition d'artistes un peu plus connus, Alain Leprest, on pourrait citer Anne Sylvestre, on pourrait citer les Octaves, et les autrices et les auteurs de ces gens-là, où la chanson est un outil pour penser, critiquer et partager. En fait, la chanson, nous, comme nous la concevons, dans notre représentation, c'est pas que quelque chose qui, ça peut l'être bien sûr, hein, mais qui permet de s'évader quand on fait la vaisselle et d'écouter un petit peu autre chose. On pense que la chanson c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça et qui est aussi un outil qui aide au développement de l'esprit critique. C'est peut-être ça on en débat tout le temps, tous les artistes en débattent tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire chanson à texte? Qu'est-ce que ça veut dire chanson d'auteur? Peut-être qu'une des définitions, ça pourrait être ça. Parce qu'effectivement, chanson à texte, ça ne veut rien dire. Toutes les chansons ont un texte. Ou alors, parfois, c'est à texte, mais avec un A privatif. Blague à part, oui, pour moi, cette chanson-là, cette chanson d'auteur, j'ai envie de dire que c'est celle qui nous aide à développer un esprit critique. Et ces petits lieux, c'est les rencontres directes avec le public. Tu l'as dit en introduction, pour toi,
le centre du jeu, il se passe au niveau du public. Et ce sont les rencontres avec les publics qui fait que cette chanson française, même si c'est plus des bobinots qu'on remplit, mais c'est des petits théâtres lequés parfois à 3, mais dans toute la France, il y a plein de petits théâtres lequés comme ça. C'est avec ces rencontres que la chanson française reste vraiment vivante en 2026 et profondément humaine. Alors on va découvrir pendant cette petite heure, pas trop combien de temps on a, mais on va être très bavard, donc on va essayer de couper un peu, mais on va vous inviter un petit peu à découvrir, redécouvrir cette scène, ces artistes, où la musique et les mots se tiennent encore la main, mais où là les médias oublient d'aller. Et puis on essaiera de comprendre pourquoi elle est ignorée. En termes de constat, je lisais ce matin, je remercie d'ailleurs la personne qui m'a alerté là-dessus, il y a une revue sur la chanson, je vous la conseille, elle s'appelle Hexagone, et elle parle de chansons francophones, c'est une revue trimestrielle, très très belle revue, et le numéro de printemps est sorti au printemps, donc je crois que c'était hier, et elle était dans ma boîte aux lettres ce matin, et je lisais l'édito, et l'édito était très très intéressant, parce que David Desremeaux, le rédacteur en chef de cette revue, il expliquait, je vais schématiser, mais il expliquait que pendant 2 mois, il avait décidé de publier sur les réseaux sociaux une chanson tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il publiait un extrait d'un de ses vinyles, il prenait en photo son vinyle, il diffusait la chanson. Et il a diffusé toutes sortes d'artistes, des artistes connus, des artistes moins connus. Et puis, au bout des 2 mois, il a regardé lesquelles chansons avaient été le plus, vous savez comment on dit, cliquées ou je ne sais quoi, likées. Oh, c'est pas joli ça. Bon, quelles étaient les chansons qui avaient été les plus, écoutées par le public. Il avait mis des artistes modernes, récents, contemporains, actuels, qu'on peut encore voir sur scène. Et tous les premiers, je ne vais pas les donner dans l'ordre, mais tous les artistes les plus likés étaient des artistes morts. Enfin, pas tous, parce qu'il y avait Lavilliers quand même. Mais oui, bon, ils se portent peut-être pas très bien, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'était... et des artistes très contemporains, des artistes qui se produisent beaucoup sur scène, eux étaient beaucoup moins likés. C'est-à-dire qu'on a un réflexe, je m'englobe dedans, je ne suis pas au-dessus évidemment, on a un réflexe d'aller écouter d'abord ce qu'on connaît déjà. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué de réfléchir à comment éveiller la curiosité. Il y a les systèmes des premières parties, par exemple, qui peuvent... Je pense que tu vas en parler aussi un peu des premières parties. Et puis, je voudrais vous faire part de 2-3 autres réflexions, puis après je te redonne peut-être la main, voilà, la parole, le micro. 2-3 réflexions, là aussi je vous laisse méditer peut-être là-dessus, mais la première, c'est que la chanson, parmi tous les arts, elle a un rôle à part. Elle a un rôle à part, pourquoi ? Parce que c'est peut-être la plus accessible. C'est plus facile d'écouter de la chanson, dès qu'on est dans la voiture, on peut le faire, dès qu'on on fait la vaisselle ou je ne sais quoi, on peut écouter de la chanson. C'est pas vrai, c'est vrai pour peu des autres arts, et en particulier le spectacle vivant. On n'a pas accès très facilement à du cirque contemporain quand on est dans sa voiture, à un spectacle de danse, à du théâtre. On écoute rarement, on peut le faire, hein, il y en a qui le font, mais on écoute rarement une pièce de Molière ou d'un auteur contemporain quand on est en voiture. On écoute plus facilement de la chanson. Et alors ça, on pourrait se dire c'est bien parce que ça veut dire que la chanson, elle est vraiment plus populaire, elle est vraiment plus accessible à tous. C'est vrai, mais de ce fait, on a moins envie, et ça, il y a plusieurs études, je pourrais vous en donner des extraits qui le montrent, on a moins envie d'être curieux sur la chanson parce que c'est quelque chose qui nous semble finalement assez facile d'accès et il n'y a pas besoin de faire de la démarche. Alors que pour aller voir de l'opéra, pour aller voir du cirque, il faut faire une démarche. Je ne peux pas décider d'aller voir du cirque pendant que je fais ma vaisselle. Et ça, ça se marque jusque dans les écoles, les collèges et les lycées. Par exemple, il existe des opérations, une opération assez célèbre, j'imagine il y a des profs, des anciens profs dans cette salle, qui s'appelle collège au cinéma ou lycée au cinéma. On emmène les élèves au cinéma voir des films de Ken Loach ou des films qu'on se dit ils n'iraient pas voir d'eux-mêmes. On emmène les élèves au théâtre.
on emmène très rarement les élèves voir des concerts de chansons. C'est pas du tout Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on se dit, mais très rarement les élèves voir des concerts de chansons. C'est pas du tout Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on se dit, mais ils n'ont pas besoin de nous pour aller écouter de la chanson, les élèves. Alors que pour découvrir un réalisateur un peu underground, pour aller découvrir du théâtre, ça passe par, et c'est important évidemment, ça passe par le travail qui doit être fait quand ils sont jeunes. Et on ne le fait pas pour la chanson, on va rarement voir. J'ai vu, je pense, plus de 50 fois Anne Sylvestre sur scène. J'ai jamais vu une classe aller voir Anne Sylvestre sur scène. Alors que quand je vais au théâtre de la Madeleine, au Nouveau Relax à Chaumont ou dans d'autres théâtres, quasiment à chaque fois, il y a une classe qui est présente. Et donc la chanson n'a pas la même place. Donc ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, qui fait que la chanson n'a pas tout à fait la même place que les autres, je lisais une interview il y a quelques mois de Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, il disait, oui je sais, c'est pas un chanteur, il disait de manière un peu hautaine, un peu presque méprisante, il disait, moi de toute façon, si jamais mes films ils font la couverture de Télérama, ça veut dire qu'ils vont pas marcher. Alors pourquoi pas? Mais en chanson, on fait pas la couverture de Télérama. Enfin, on peut faire la couverture de Télérama, mais pas quand on est vivant. Anne Sylvestre, cette grande autrice, j'en parle beaucoup parce qu'évidemment, c'est une autrice magistrale, majeure, essentielle. Anne Sylvestre a fait la couverture de Télérama la semaine où elle est morte. Voilà, c'est à ce rang-là qui est rendu dans les grands beaux médias qui relayent la culture, c'est à ce rang-là qui est rendue la chanson. Et puis enfin, dernière chose, là c'est pas que, je crois que vous aurez bientôt une conférence là-dessus où parmi alors on va pas développer tous les thèmes, celui-là on va pas beaucoup le développer, mais signalons-le, il y a aussi la difficulté qu'on rencontre avec les IA, avec les intelligences artificielles. Désormais, la dernière étude, alors ça augmente quasiment chaque jour, mais la dernière étude nous disait que quand vous écoutez, vous savez, les réseaux qui permettent d'écouter les chansons, ça peut être Deezer, Spotify, YouTube Music, mais c'est Deezer qui disait qu'il y a maintenant 30% des chansons écoutées sur leur plateforme qui ne sont pas faites par des humains. C'est-à-dire les ordinateurs écrivent eux-mêmes des chansons. C'est plutôt bien fait, hein. Si vous demandez à un très bon ordinateur, enfin un très bon logiciel, à une très bonne intelligence artificielle d'écrire, vous lui donnez un thème et vous lui dites écris-moi une chanson à la façon de Georges Brassens, mais vous allez avoir un truc dont c'est presque du Georges Brassens. Et désormais, comme en plus ce sont ces mêmes intelligences artificielles qui décident ce que vous allez écouter, parce qu'une fois que vous avez écouté 2-3 chansons que vous avez choisies sur ces logiciels, ils vous disent « Ah, mais attendez, on va vous proposer d'autres choses ». Et bien les choses qu'ils vont vous proposer vont être très souvent des choses qui sont générées par l'intelligence artificielle. Donc c'est un problème supplémentaire dont on peut parler pour la création, mais ça, hein, sur à peu près l'ensemble des... c'est dramatique pour les photographes, c'est dramatique pour les doubleurs de voix au cinéma, c'est dramatique pour beaucoup d'artistes, pour les comédiens et les comédiennes. Voilà, Catherine, je sais qu'elle est, je la vois plus, mais elle doit être pas très loin, bien sûr. Je n'apprends rien sur tout ça. Voilà, peut-être sur ces premiers points que je voulais faire avant de peut-être te redonner la parole. Peut-être si tu voulais nous parler un peu d'un ou deux points. Oui, je suis assez heureux que tu dises que pour être diffusé, il faut être mort. Maintenant, j'ai l'explication. On a été très peu diffusé. Voilà, et on est toujours vivant. Voilà. Donc, comme quoi, il ne faut pas que ça soit l'unique objectif. Et comme quoi tout n'est pas perdu, Michel. Non, là, de ce point de vue-là, ça n'a jamais été notre objectif d'être absolument médiatisé. Mais par contre, on a travaillé avec les médias. Effectivement, on a eu des chances par moment de pouvoir rencontrer
les médias, voilà, qui se sont intéressés à notre aventure d'un groupe de 5 personnes, 6 personnes, etc., de 4 familles ou 5 familles qui décidaient de partir ensemble sur les routes de France et de Navarre. Le Navarre, c'est quand même 22 pays qu'on a été rencontrés, voilà, au cours de 4500 concerts. Voilà. Donc en fait, on s'est pas mal baladé. Et notre chance aussi, ça a été de rencontrer du public très divers. Parce qu'on allait chanter pour des comités d'entreprise, on allait chanter pour des gros concerts, on allait chanter pour des fêtes nationales ou des fêtes de ville, et quelquefois même à l'étranger où nous avons eu des rencontres tout à fait exceptionnelles, puisque je t'avais raconté que dès 1974, donc on était tous jeunes artistes, on a été invités à la Super Franco-Fête à Montréal. Et on s'est retrouvés en première partie de nos 3 grands artistes du Québec, à savoir Charles Bois-Vigneault et Félix Leclerc, où ils ont interprété devant nous, effectivement, Quand les hommes vivront d'amour. Vous voulez l'entendre? Parce qu'après tout, je l'ai. Oui. On a dit, hein, on l'écoute. Il faut écouter un peu de chansons. Voilà. Alors j'espère que ça va marcher, parce que... Alors si ça ne marche pas, on dira qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Il dit qu'il a du mal à trouver, mais sait-on jamais. Sinon, je vais vous la chanter. Ah bah... Tiens, j'espère que ça ne va pas marcher. Non, ça ne marche pas alors. Ah. Non. Ben écoutez, tant pis pour les hommes vivront d'amour, on verra ça plus tard. Voilà. Non, t'as fait une promesse, Michel Joubert. Ouais. Voilà, bon, écoutez, simplement qu'effectivement, on a un problème de Wi-Fi ici, voilà, c'est un peu notre problème. Voilà. Non, c'était simplement pour vous dire que des publics et des publics très divers, on en a rencontré. Et quand tu disais tout à l'heure que la chanson n'était pas l'élément premier dans l'enseignement en général, hein, et qu'on parlait plutôt de faire venir les enfants au théâtre, à des expositions, etc., ben, on a eu la chance, qui est certainement une chance provoquée d'ailleurs par quelqu'un qu'on a rencontré, avec lequel on a beaucoup travaillé, qui nous a dit « Vous devriez faire un spectacle pour enfants ». Ah bon? Oui. Parce qu'en fait, les spectacles jeunes publics étaient plutôt faits par les gens de théâtre. C'était plutôt des pièces de théâtre et assez peu d'artistes de chansons qui allaient rencontrer les enfants. Et donc, on s'est coltiné avec un auteur qui est Robert Noël, qui était instituteur à Bar-sur-Seine et à qui on a raconté ça. Et il nous a dit, ben, moi je veux bien vous écrire des chansons. Et il nous a écrit une merveilleuse comédie musicale qui s'appelle Un enfant dans les sables, qui a été tournée plus de 1000 fois, et où tous les jours on rencontrait effectivement, même plusieurs séances dans la journée, on rencontrait le jeune public. Ça a été une des premières comédies musicales pour enfants qui a tourné en France. Hein, c'était pas la mode à ces époques-là. Et on a donc fait quelquefois, on s'installait pour 8 jours à Lyon, à Marseille, etc. Et on faisait une rencontre avec pratiquement toutes les écoles du secteur, quelquefois par le biais des comités d'entreprise, avec toutes les fêtes de fin d'année. Mais voilà, c'était pour vous dire que notre carrière, évidemment, a été liée à la chanson, mais la chanson sous toutes ses formes. On a eu aussi, bien sûr, la chance de pouvoir travailler avec pas mal de metteurs en scène, dont évidemment les 3/4 du temps des metteurs en scène de théâtre. Et là aussi, c'était une forme de mise en scène voulue par le fait que nous étions un groupe. Ben voilà, ils sont là. Mais on peut mettre pause et puis tu peux finir ton histoire. Juste, j'arrive pas à mettre pause sur ton ordinateur. Faut que tu m'aides. Non, mais on peut les laisser. On va pas leur couper la parole pour une fois qu'ils sont là. Remets le son, alors j'ai juste coupé le son. Oui, on va baisser un peu, c'est ça que tu veux dire? Non, allez, hop, c'est parti. Voilà. Attends. Dans la grande chaîne
C'était prémonitoire. Hein. Et donc toi, tu étais en première partie de ce soir-là? Oui, on était en première partie avec, sur la grande scène de la Plaine d'Abraham à Québec. Hein, c'était pas Montréal. Et on a fait plusieurs concerts pendant cette période-là. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on parle de la chanson francophone. Et la chanson francophone, effectivement, et c'est ce qu'on a découvert, évidemment, tous jeunes artistes qui étaient là, c'est qu'on avait des artistes du monde entier qui étaient là. Du monde entier, parce que la francophonie englobe évidemment l'Europe, la Belgique, la Suisse, etc., le Québec, bien sûr, mais qu'il y a énormément d'artistes qui parlent et qui chantent en français et qui inventent des chansons en français. Donc moi, j'ai découvert un peu ça parce que, franchement, je ne voyais pas l'univers de la chanson de cette manière-là. Et ça m'a aidé aussi à comprendre ce qu'étaient les artistes qui vivaient dans d'autres territoires et qui pourtant défendaient une forme de chanson française à leur manière. Ça m'a permis d'ailleurs de mieux comprendre aussi quand je suis devenu un des responsables du prix Musique Océan Indien, en m'occupant chaque année d'une centaine d'artistes, en sélectionnant une centaine d'artistes de tous les territoires musique Océan Indien, et à qui on décernait un prix. Il y avait 4 prix et ces artistes venaient ensuite en métropole et passaient dans différents festivals, les Franco de La Rochelle, etc. Que l'on mettait en lien aussi avec des artistes français et métropolitains, je devrais dire, et des musiciens métropolitains. Voilà, ça a été une rencontre formidable. Et puisque je parle du Festival en Notes, on a accueilli effectivement ces grands concerts plusieurs fois. C'était par ce biais et ce lien que j'avais tissé avec tous ces artistes. Voilà. Comment on commençait en gros dans cette période-là? Je vous ai dit qu'en fait on commençait, nous, on avait commencé par un cabaret. Et je pense que c'était la grande majorité des artistes qui voulaient se lancer dans la carrière. Brel a fait la même chose. On disait il faut monter à Paris. Lui, il descendait, mais nous, il fallait qu'on monte à Paris. Et en fait, monter à Paris, ça voulait dire se faire connaître, tenter de rentrer dans le métier par le biais des cabarets, quelquefois très incertains, chez ma cousine, sur l'enclume, etc. Ce que nous avons fait aussi, ce qu'on a tenté de faire. Voilà. Et puis assez rapidement, en fait, on a quitté les cabarets, même en ayant fait quand même quelques-uns, pour aller sur des scènes plus importantes. Mais là, le ticket d'entrée, on va dire, c'était les cabarets. Et d'ailleurs, dans ces cabarets, tous les soirs, pratiquement, on voyait des gens dont c'est le métier, qui étaient des gens qui repéraient les artistes. Voilà. Aujourd'hui, je dois vous dire que repérer des artistes, ou plus exactement à l'envers, pour que les artistes se fassent repérer, c'est bien compliqué. Parce que les producteurs pratiquement se déplacent très peu, les responsables de lieux de diffusion se déplacent très peu, les responsables de festivals se déplacent très peu, pour tout un tas de raisons, y compris financières, parce qu'il faut du temps, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent, etc. Et puis, il y a d'autres moyens de découvrir les artistes, notamment par le biais des réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux présentent quoi? Présentent en gros un titre, quelquefois mal enregistré, avec une vidéo très incertaine, et de toute façon ne présentant qu'une facette de l'artiste. Donc c'est une présentation totalement incertaine de la qualité de l'artiste. Il ne faut pas que ça dure plus de 2 minutes. Qui, mon intervention? Non, les extraits, c'est-à-dire que les artistes, souvent, ils ont 2 minutes de vidéo pour avoir une chance de capter. Bien sûr. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a presque fait le choix de ne pas projeter des vidéos d'artistes, parce qu'effectivement, où on a des produits finis, qui sont très bien finis, parce qu'avec des moyens de production importants, et qui présentent l'artiste ou l'univers de l'artiste dans sa meilleure façon, mais que très souvent, les vidéos desservent l'artiste, très souvent. Donc effectivement, on va dire quand on est responsable notamment de lieux de diffusion, notre boulot, c'est d'aller sur place, d'aller les écouter, et quelquefois
d'aller les écouter plusieurs fois quand on sait qu'un artiste est, comme on dit, un artiste émergent. Parce qu'on ne devient pas un artiste pouvant se présenter devant 25 ou 30 000 personnes aussi facilement que ça. Nous, on a eu cette chance d'aller à Plaine d'Abraham avec 40 000 personnes. Je dois vous dire qu'on n'en menait pas beaucoup quand d'un seul coup, on s'est retrouvé pour la première fois balancé comme ça sur une scène. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'on était en groupe. Et en groupe, c'est la force du groupe à un moment qui fait qu'on se répartit les tâches. Il y en a un qui voit plutôt la technique, l'autre qui voit plutôt les régies, etc. Et en fait, on se sent beaucoup plus fort et beaucoup plus armé pour pouvoir se présenter sur une scène de cette importance. Voilà. Donc je vous dis, le schéma habituel, c'était on monte à Paris, on tente de se faire un peu découvrir, entendre, et puis quelquefois les choses retombent et on peut avoir la chance à un moment de rencontrer quelqu'un. Pour nous, et puis j'en arrêterai, et là on parlera d'autres choses, mais pour nous ça a été un peu notre façon de faire, je vous dis, des cabarets. On enregistrait aussi, on était déjà autoproducteur à cette période-là, on avait fait le choix de mettre un peu d'argent, de notre propre argent qu'on n'avait pas, et de s'engager pour se faire connaître, voilà, avoir des cartes de visite, comme on disait. Et puis, on a été invité par quelques médias, et notamment on a été invité, ça fait partie de la deuxième chance ou troisième chance qu'on a eue en étant tout à fait débutant, d'être invité à l'émission Midi Première, toujours pour raconter un peu notre histoire de groupe qui démarrait. Et l'invité, c'était Mouloudji. L'artiste était Mouloudji. Donc évidemment, notre boulot, comme on allait dans les théâtres, on coinçait le directeur pour lui dire « Oh, on existe hein !» Là, c'était Mouloudji qu'on a coincé dans le couloir de la maison de la radio pour leur dire « Ben voilà, écoutez, monsieur Mouloudji, on est un groupe, vous avez entendu, on a chanté un titre et peut-être que ça peut vous intéresser en tant que producteur, puisqu'il était aussi producteur, les artistes souvent étaient producteurs d'autres artistes. » Et très gentiment, il nous a dit bah, « Écoutez, j'ai entendu aussi que vous étiez en province, donc oui, ça pourrait m'intéresser, mais si vous voulez, vous passez chez moi cet après-midi. » Et en fait, il nous a invités chez lui, il nous a dit « Bon, ben voilà, il y a un piano, je vous écoute. » Il a dit oui, je vais réfléchir. Vous savez, Mouloudji, c'était quelqu'un de très sympathique, mais qui parlait pas beaucoup. Voilà, il nous a dit je vais réfléchir. Et nous, on est repartis avec nos petites voitures jusqu'à Troyes. Et là, on nous dit il y a quelqu'un qui a téléphoné. Ça doit être Mouloudji. Il vous attend demain au théâtre de Villejuif parce qu'il a quelque chose à vous proposer. Donc, on est reparti à l'envers le lendemain matin. Évidemment, on est arrivé sur la scène du théâtre de Villejuif. Et là, il nous raconte, enfin, il n'est pas arrivé tout de suite, mais déjà son environnement était déjà au courant qu'il y avait un groupe des mecs qui allaient arriver, parce qu'il avait dit que les garçons. Et en fait, on est arrivé et il nous a dit, bah, écoutez, voilà, je suis en train de monter un spectacle, ça s'appelle La Commune en chantant, ça parle de la Commune de Paris, c'est un spectacle sur la Commune de Paris. Nous qui avions fait des études en milieu plutôt voilà, d'école privée, on n'était pas tous au courant de ce qu'était la Commune de Paris. Voilà. Donc ça nous a fait un bon coup d'histoire et on est parti ensuite, on va dire une demi-heure après, avec des partitions dans les mains et on a fait 140 concerts dès la première année. Voilà. C'est des moments comme ça, et surtout avec Mouloudji, on a travaillé pendant 10 ans ensemble. On est même à un point, c'était nous qui le faisions tourner. Voilà. Mais voilà, c'est des rencontres assez exceptionnelles. Et ça, vous savez, le Festival en Notes existe aussi par ces rencontres. C'est qu'à un moment donné, on prend conscience que tout compte fait, on peut être aussi un élément qui permet de transmettre et d'aider des artistes souvent émergents et souvent en difficulté de chercher leur voix. Donc le Festival en Notes est un peu un remerciement à Mouloudji par rapport à ça.
Merci. Je voudrais peut-être aussi ajouter alors une anecdote, puisqu'on en est dans les anecdotes, enfin, pour illustrer ton propos à la fois du hasard des rencontres qui permettent de faire des belles choses derrière, et puis l'importance des cabarets. C'est une anecdote, alors je ne l'ai pas préparée, j'espère ne pas me tromper, mais si je me trompe, il va me corriger, puisque c'est une anecdote, une rencontre que je dois à Stéphane Bourson qui est dans la salle. Un jour, il m'a fait rencontrer, par téléphone pour une interview, etc., un monsieur qui s'appelle Sylvain Lebel. Sylvain Lebel est un des plus grands auteurs de chansons, dans la lignée des Claude Lemel, et notamment, il a beaucoup écrit pour Reggiani. Et quand on demandait à Sylvain Lebel quand je lui ai posé cette question-là, de comment s'est faite la rencontre avec Reggiani, il dit j'habitais en Normandie, et puis comme tu le racontais, je suis parti avec mes petites chansons sous le bras, et puis je me suis dit je vais me produire dans des cabarets, et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis un jour, il se produit dans un cabaret, voilà, parmi d'autres. Et puis, il se trouve que le cabaret était tenu, j'espère ne pas me tromper, mais Stéphane, tu me dis, d'habitude, je révise 1000 fois toutes mes anecdotes, mais ce cabaret était tenu, je crois, par l'épouse de Serge Reggiani. Et qui lui dit, tiens, viens voir, le petit, là, ça fait plusieurs soirs qu'il vient chanter, c'est quand même plutôt pas mal, etc. Et Serge Reggiani dit, ok, si elle veut que je vienne écouter. Et puis, ça c'est fini. Alors, Sylvain Lebel n'est jamais devenu un grand chanteur, mais Sylvain Lebel est devenu un grand parolier parce que Serge Reggiani lui a dit, s'il te plaît, écris-moi des chansons. Voilà, il ne savait pas dessiner les moutons, mais s'il te plaît, écris-moi des chansons. Et Sylvain Lebel a écrit parmi les plus belles chansons de Reggiani. Il a aussi écrit des tubes, là, toujours dans les anecdotes, il a aussi écrit des chansons très très connues, mais qui ne sont plus du domaine de Reggiani. Je fais des grands écarts, mais pour dire que la chanson populaire, elle est là aussi. Elle va de Reggiani à des choses, je n'irai pas jusqu'à citer Michel Sardou, pardon, mais elle va jusqu'à des choses qui sont très populaires, puisque Sylvain Lebel a aussi écrit Le Géant de papier, qui était un grand tube des années 90 pour Jean-Jacques Lafont, ou encore une chanson encore plus connue, Les bêtises, de Sabine Paturel, je ne fais rien que des bêtises. Et il racontait dans cette émission de radio, qui doit être encore disponible, il racontait comment ça se passait d'ailleurs. Il disait, mais en fait, on écrivait des chansons à la chaîne, et on ne savait pas du tout qui allait les chanter. Jean-Jacques Lafont, qui a fait un tube avec Le Géant de papier, il ne l'a jamais rencontré. Voilà, il l'a même proposé à d'autres, cette chanson-là, qui l'ont refusée. Et puis, il dit, c'est pas grave, elle marchera jamais, ça fait partie d'une de mes chansons qui restera dans un tiroir. Et puis, in extremis, la rencontre se fait, un producteur dit, tiens, il me faut une chanson, t'aurais pas ça sous le coude, un truc qui te servira pas, tiens, je te passe ça. Et puis, miracle, ça me fait un tube, et c'est pareil pour Les bêtises de Sabine Paturel. Voilà, donc c'était aussi pour parler des rencontres, et voilà, là, les rencontres, le hasard d'aller jouer dans le cabaret tenu par la femme de Serge Reggiani fait que derrière, on a eu des chansons qui sont absolument admirables de la part de Sylvain Lebel. Mais je voudrais aussi revenir à 2026, parce que c'était aussi l'objet de parler un petit peu de 2026. Et c'était très intéressant que tu parles de cette carrière-là, des octaves, et de ce moment de carrière-là des octaves. Et je voudrais le mettre un petit peu en parallèle avec comment un artiste, puisque tu parlais des artistes émergents, comment ils doivent faire pour se débrouiller. Alors, il y a quand même des points communs, parce que tu disais, vous faisiez beaucoup de choses tout seul quand même. Il fallait aller jeter un œil à la régie, s'assurer que le son marche bien juste avant la conférence, des choses comme ça. Je voudrais vous lire un petit extrait d'un article d'une chanteuse qui s'appelle Garance. Garance, c'est une chanteuse qui fait partie des chanteuses d'ailleurs qui étaient vraiment encore elle, mais je ne peux pas vivre sans parler d'elle une fois toutes les 5 minutes, qui était très très soutenue par Anne Sylvestre. Et Garance, qui est une chanteuse donc, qui vient de sortir un album, qui vient de faire un spectacle, toujours dans un des numéros de la revue Hexagone, elle raconte sa dépression. Et elle raconte sa dépression qui était liée à la difficulté du métier. Alors comme je ne suis pas doué, évidemment je ne vais pas avoir de chance. Ah si, voilà. Et
Garance, cette entreprise, alors je ne vais pas vous en faire une lecture exhaustive, rassurez-vous, mais Garance, elle a écrit ça pour expliquer en quoi consistait son métier d'artiste. Alors elle disait, je vous en lis quelques extraits seulement, hein. Lorsque je dis que je vais bosser au café, la plupart des gens, même des artistes parfois, s'étonnent que j'arrive à y écrire. Mais non, quand je vais travailler au café, c'est pas pour écrire des chansons, c'est pour faire tout le boulot de secrétaire de production. Parmi toutes les tâches qu'il faut faire, lister les salles dans lesquelles je pourrais jouer, la communication sur tous les réseaux sociaux, construire son réseau. Pendant des années, je suis sorti le soir, assister aux concerts des autres artistes, par affinité, mais aussi pour solliciter des rencontres, notamment dans les festivals. Se rendre à un festival suppose de payer son transport, son hébergement et son passe-pro, donc de dépenser de l'argent pour aller faire son métier finalement. Mais aussi, je vais dans les cafés pour préparer mes dossiers de subvention, pour pouvoir faire un disque, pour pouvoir créer un spectacle, il faut de l'argent. Pour organiser la sortie d'un disque, il faut passer par un financement souvent participatif. En 10 ans, dit-elle, mes revenus n'ont pas augmenté, mais toutes les dépenses, si. Les gens pensent que nous vivons bien grâce à toutes nos dates, mais elles ne sont pas toutes rémunérées, ces dates, elles ne sont pas toutes équilibrées au niveau du budget. Faire une date à Paris, ça coûte plus que ça ne rapporte, et ça grève beaucoup la trésorerie. Elle passe du temps à communiquer à propos de ses activités annexes, les ateliers, les actions culturelles, les concerts en tant qu'invitée. Elle dit c'est pas déshonorant, mais ça fait du temps et encore du temps. Pour autant, elle en est arrivée à la situation qu'en 2003 et 2004, dit-elle, ça a été très difficile pour moi, et ce n'est que récemment que j'ai osé faire état de ma dépression, parce qu'en plus, quand on est une artiste qui avons besoin de jouer, on ne peut pas dire qu'on est en train de traverser une phase de dépression. Bah, évidemment. Donc on est obligé de jouer toujours les femmes fortes, tout terrain, en essayant de persuader les autres qu'il n'y a pas de problème à tout faire toute seule. J'ai surjoué cette assurance pour être considérée. C'est malheureux, mais j'avais peur de passer pour une pleureuse et qu'on me repousse. J'ai toujours veillé à ne pas me plaindre, à ne rien réclamer, avec une assurance feinte pour être prise au sérieux. Pour bien faire comprendre, et c'est la conclusion de son article, pour bien faire comprendre ce qu'est mon métier d'artiste, j'aimerais ajouter que, de façon paradoxale, une fois tout le travail de création, de production effectué, au moment où je pars en tournée, qui ne représente qu'une partie du travail comparativement au reste, j'ai l'impression de partir en vacances, alors que justement c'est le moment où je commence à faire mon travail. Je pense, voilà. La situation des artistes, c'est aussi ça, c'est trouver soi-même ses dates, c'est trouver soi-même ses subventions, etc. Là où, si on compare à quelques années en arrière, là où il y avait quand même, je le disais, des directeurs artistiques, où il y avait des producteurs qui se géraient quand même de toute cette partie-là. Un artiste que tu connais bien, évidemment, il n'habite pas si loin que ça, il s'appelle Romain Didier. Romain Didier, il n'a jamais vraiment eu, il m'a raconté, sauf maintenant, mais sinon il n'avait jamais eu vraiment de mettre la main à la pâte lui-même pour trouver des dates. Il avait des gens qui faisaient ce travail-là, ou Gilbert Lafaille, enfin cette génération-là, qui tournait beaucoup dans les MJC, dans les réseaux d'éducation populaire. Il y avait toute une équipe qui trouvait les dates, et ils faisaient vraiment leur métier. Leur métier, c'était d'écrire des chansons et d'aller les chanter devant un public. Désormais, pour la plupart des artistes, la proportion de temps passé à écrire des chansons et à les chanter, mais c'est ce que nous dit Garance dans l'article que je vous ai lu, c'est à peine 20% du travail. 80% c'est de l'administratif. Et c'est quand même dommage que des gens qui ont du talent ne peuvent pas passer suffisamment de temps à l'exprimer parce qu'ils font du travail que peut-être dans un monde mieux organisé d'autres pourraient faire. C'est un moment pour les artistes assez compliqué parce qu'en fait, comme tu dis, il y avait tout un environnement professionnel qui entourait l'artiste et qui évitait à l'artiste d'être producteur lui-même et autoproducteur. Voilà. Or, les moyens maintenant mis dans
l'accompagnement de l'artiste a largement diminué, notamment dans le domaine des producteurs phonographiques. Les artistes sont obligés de tout faire, c'est-à-dire non seulement ils imaginent, mais ils réalisent les 3/4 du temps la première maquette, voire même des fois la maquette définitive de l'album qu'ils vont éventuellement donner à son producteur phonographique pour pouvoir faire émerger et enregistrer la sortie et accompagner la sortie de l'album. Voilà, on voit de plus en plus d'artistes autoproducteurs, producteurs eux-mêmes, hein, ce qui fait qu'effectivement, ils ont un travail complet, voilà, de leur accompagnement. C'est assez compliqué pour eux parce que souvent, ils n'en ont pas forcément les compétences et ils n'ont pas les moyens non plus de prendre les gens qui sont les gens compétents pour pouvoir les accompagner. Donc, très souvent, on sait que dans les sociétés civiles qui aident les artistes dans ces circonstances-là, il y a assez peu d'autres filières qui aident vraiment la professionnalisation des artistes, mais là, en l'occurrence, les 3/4 des artistes demandent une aide ou des conseils pour pouvoir s'autoproduire. Voilà. Et ils s'autoproduisent parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin de faire un album complet. Ils peuvent faire 2 titres, 3 titres et ensuite les mettre directement sur les réseaux sociaux. Et quelquefois, ça suffit pour faire un démarrage de carrière très important. Donc, ils se retrouvent immédiatement avec très peu de chansons, très peu d'entourage. Et pourtant, ils sont propulsés sur des festivals. Quelquefois, ils ont 4 chansons. Ils ont 4 chansons, mais ils vont se retrouver au cours de l'été avec des concerts à 25 000 personnes. Donc vous voyez, psychologiquement, c'est très compliqué pour eux. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes psychos pour les artistes parce que le métier est beaucoup plus incertain. Ce n'est pas le seul métier comme ça, mais en tout cas, ils sont obligés de s'occuper de beaucoup de choses et surtout, le lendemain n'est pas sûr du tout. Alors, dans nos métiers, on a l'habitude de l'incertitude du lendemain. L'intermittence, puisque tu en as parlé, je rappelle quand même que l'intermittence qui a été maintenue et qui est encore maintenue aujourd'hui fait que la contraction ou les obligations complémentaires faites pour qu'un artiste puisse encore bénéficier du chômage par le biais de l'intermittence, ça s'est très rendu beaucoup plus difficile et il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent tout simplement au RSA. Je peux vous en parler puisque moi-même je m'occupe pour une des sociétés de gestion collective qui est l'ADAMI de toute cette partie sociale. Et je peux vous dire effectivement que heureusement que certaines sociétés comme la SACEM, comme l'ADAMI, comme pas mal d'autres structures s'intéressent à ça et notamment sur les problèmes psychos parce qu'on rencontre énormément de problèmes dans ce domaine-là et pour les artistes. Voilà, c'est des métiers comme ça qui sont toujours sous tension les 3/4 du temps et toujours plein d'incertitudes. Donc oui, c'est pas le seul métier comme ça, hein. J'ai bien conscience de ça. Je voudrais peut-être, et puis tu peux, si tu veux, préparer une chanson. On a dit qu'on écouterait des chansons, donc si tu peux peut-être choisir la prochaine qu'on écoute, soit Mouloudji, si tu veux illustrer Mouloudji, ou... Allez, une chanson de Jérémy Bosson, alors très bien. Jérémy Bosson. Jérémy Bosson, je voudrais en parler un tout petit peu. Je crois que tu le programmes bientôt. Alors, il se trouve qu'il est au concert à Troyes, je ne pensais pas le dire, mais puisque tu me tends la perche, effectivement, il est en concert à Troyes ce samedi, là, au Théâtre Le Quai. Et Jérémy Bosson, c'est un parcours qui est vraiment intéressant, justement. C'est quelqu'un qui vient du rock même plutôt métal, du rock un peu dur, et puis qui s'est, je ne sais pas si on peut parler de se convertir, déjà c'est une connotation religieuse, bon, mais qui c'est compliqué de donner des comparaisons. Donc je vais essayer de ne pas en donner, je vais essayer de ne pas citer Brel ou des gens comme ça, mais qui dégagent quelque chose sur scène, qui a une présence, et dès qu'il prend la parole, il ne nous lâche plus, il ne lâche plus les spectateurs, et tout ça dans son look d'ancien rocker, dans son énergie
voilà, dans une énergie assez extraordinaire. Et voilà, on peut parler de lui comme de beaucoup d'autres, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, ça fait partie de tous ces gens qui arrivent à faire une centaine de dates par an, qui vivent assez bien, parce qu'il y a des gens qui vivent bien. J'avais dit il faut qu'on soit un peu optimiste. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup pété, mais c'est important de dire aussi hein, que tout n'est pas perdu et qu'il y a des artistes assez hors du commun. Seulement, ils feront jamais Bobino. Ils feront des théâtres Le Quai, mais ils feront jamais Bobino. Et voilà, donc peut-être un petit extrait, puisqu'on a dit qu'on illustrerait par quelques chansons. Je pense que tu peux avancer un peu, parce qu'il parle avant. Alors, tu peux avancer peut-être. Ah ouais. Qu'on l'écoute chanter. Le temps passe vite, donc on ne va pas écouter en entier. Puis de toute façon, on a dit tout à l'heure que les extraits sont vidéo. Puis là, c'est en plus un extrait vidéo, il n'y a pas la vidéo. Donc les extraits sont toujours sont peu flatteurs par rapport à ce que représente vraiment un artiste sur scène. C'est pour ça qu'il faut avant tout aller voir les artistes sur scène. Voilà, si vous devez faire une découverte en 2026, ça peut être samedi, ce samedi-là, parce que je ne connais personne qui soit sorti indemne d'une rencontre avec cet artiste. Je voudrais, Michel me faisait remarquer en off qu'on n'a plus que 12 minutes, alors qu'on est à peu près au premier dixième de notre conférence. Donc j'espère que vous avez pris un sac de couchage et puis quelques denrées à partager. Je voudrais continuer quand même à illustrer. Il y a un pan on ne va pas pouvoir tout dire de ce qu'on a prévu de dire, mais un pan qui me paraît intéressant, je le disais, c'est l'importance de la chanson. Ce qui fait pour moi qu'une chanson, elle est à texte, qu'elle est une chanson d'auteur, c'est qu'elle apporte peut-être, elle peut apporter en perso, quoi, dans notre intimité. Moi, il y a des chansons que j'ai besoin d'écouter quand je suis seul, quand j'ai envie de pleurer, quand j'ai envie, voilà, qui parlent à mon intime. Il y a aussi des chansons qui font société. Alors je vais prendre deux exemples, dont un promis de 2026. Je vais en prendre un qui est plus vieux. Vous n'allez pas être surpris, vous savez de qui je vais vous parler ? Dan Sylvestre, bien sûr. Pardon, hein, mais c'était une amie très importante pour moi, et puis je suis très admiratif de cette femme. En 1974, ça ne nous rajeunit pas, ça fait exactement 52 ans, c'est un calcul que je sais assez facilement faire. En 1974, elle a écrit une chanson qui s'appelle « Non, non, tu n'as pas de nom », sur la question de l'avortement. En 1975, la loi Veil était promulguée. Et je ne crois pas que ce soit complètement innocent. C'est-à-dire que les chansons font aussi société, font aussi bouger les choses. Et un deuxième exemple, beaucoup plus récent, puisque c'était il y a quelques mois à peine, pour montrer aussi que les chansons font écho et font société. Il se trouve, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais parmi les quelques activités que j'ai en marge de celles que j'ai décrites, j'anime un travail autour de la chanson en Roumanie, voilà, pour que les Roumains, enfin une partie de la Roumanie, voilà, l'Alliance française de Suceava, bref, je fais un peu rapidement, m'a contacté pour travailler avec moi et pour que les passionnés qui veulent apprendre la langue française en Roumanie puissent le faire au travers des chansons.
Et donc chaque mois, j'ai une activité où je leur présente une chanteuse, un chanteur, et on écoute les chansons et on travaille la langue française à partir du sens des chansons. Et on essaye toujours de prendre un petit peu des thématiques qui peuvent être un peu sensibles. Et il y a Garance, une chanteuse dont je vous ai déjà parlé, qui a chanté une chanson sur le harcèlement de rue. Une chanson qui s'appelle Jour de Poisse, sur le harcèlement de rue, c'est-à-dire sur la vie, sur ce qu'elle vit au quotidien dès qu'elle est en jupe à Paris, encore plus sans doute, pas sans doute, encore plus le soir, qu'elle explique que à cause de ça, elle ne peut plus prendre le métro seule après 22 heures, qu'elle est obligée de réfléchir à comment elle va s'habiller, enfin voilà, tout ce que subissent depuis des années et des dizaines d'années et des centaines d'années sans doute les femmes par rapport à juste ce qu'elles ont envie de faire et d'être. Et elle a fait une très très belle chanson là-dessus qui s'appelle Jour de Poisse, que je vous invite à aller écouter. Et elle expliquait ça. Et les gens en Roumanie, il se trouve que c'était beaucoup des femmes qui participent à ce programme-là. Et se sont dit, il y en a une qui a dit, mais en fait, moi aussi je ressens ça. Moi aussi je ressens je trouve pas normal de devoir réfléchir à comment je vais m'habiller le matin, non pas en fonction de ce que j'ai envie de mettre comme habit, mais en fonction de tous les déplacements que je vais avoir à faire dans la journée, quel regard je vais avoir, et là une autre dit, ah mais moi je pensais être la seule à ressortir ça, et il se trouve que c'est un sujet évidemment qui existe dans tous les pays, j'imagine, ce sujet de société, mais il y a des pays où on n'en parlait pas, il y a des pays où on en parle moins, où c'est un peu plus tabou. Et en fait, de cette expérience-là, le fait de cette chanson-là a déclenché dans cette conversation-là le fait que les femmes se sont un peu regroupées. Et depuis, il y a un projet de loi en Roumanie, grâce à cette chanson, c'est assez incroyable comment ça voyage, grâce à cette chanson, finalement, il y a un projet de loi actuellement en Roumanie pour condamner, comme c'est le cas en France désormais, pour condamner pénalement le harcèlement de rue. Donc voilà, quand je dis que les chansons, elles peuvent parfois faire société, être un objet qui est pris comme ça, dont on se saisit et qui font évoluer, les choses. Et puis, dernière chose, et puis je te laisserai le temps de la conclusion. Non, vas-y. Non, mais vas-y, parce que sinon je vais trop parler. Vas-y. Tu parlais de cette thématique aujourd'hui. Les artistes sont très, très sensibles à cette situation des femmes et tout le milieu artistique travaille sur ça, y compris dans la mesure où il y a des rassemblements du style festival, etc. Nous signons maintenant tous une charte, effectivement, de manière à ce qu'il n'y ait de moins en moins de harcèlement et de moins en moins de problèmes. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc il y a des artistes que vous avez certainement entendus il y a très peu de temps qui le disent clairement et fortement, voilà, en nommant les choses. D'abord il y a eu Gisèle, puis il y a eu Sophie, Isa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, puis il y a moi aussi, puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir, des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, la justice est froide. Toi, te faire vous-même, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Bien, je crois que les choses sont très claires. J'espère que même si les lois existent, que ça fera encore progresser la situation. Voilà, je pense que les artistes
sont à fleur de peau et à fleur de société, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont dans la société et ils partagent évidemment les mêmes revendications, les mêmes énervements et tout. Et quelquefois, les artistes sont très importants pour aider aussi les politiques à prendre des décisions. Voilà. Donc, j'espère. Voilà. Alors, Jean m'a fait signer, on va passer au temps des questions-réponses. Juste en guise de conclusion, évidemment, vous l'avez compris, on a zappé beaucoup de choses qu'on voulait dire, et notamment toutes les choses qui sont très positives, mais c'est important de dire que si on veut que la chanson, elle continue, elle perdure, il faut qu'il y ait du public. Soyez curieux. Dites-vous que c'est pas parce que vous connaissez pas le nom des artistes qui sont pas des Georges Brassens en puissance, qui sont pas voilà les. Il y a vraiment beaucoup d'artistes très talentueux, mais connus, très très peu connus. Il y en a, y compris localement. C'est important aussi, tant qu'on est là, de dire un mot. Il y a des artistes locaux aussi. Il y en a dans la salle, et des gens même qui ont le courage là de partir sur cette route-là, de mettre leur sac à dos et de se dire c'est ça le métier que je veux faire. Et c'est pas facile, ils le savent, je crois, de toutes ces embûches-là. Mais allez voir les artistes dans les différents lieux, allez voir les artistes locaux, allez voir les artistes d'envergure nationale, allez voir des Monsieur Hibou, allez voir des Épaux, allez voir des Stéphane Bourson, allez voir des Hirondelles, des Magali Ducy. On pourra en citer plein, rien que sur le territoire troyen. Et allez voir, c'est pas parce que vous connaissez pas les noms que ça va pas être beau. Et en tout cas, tant qu'on sera curieux, on a peut-être une chance de contribuer à changer le monde. Et si c'est pas nous qui le changeons, on est mal barré. Donc soyez curieux. Donc on a un petit moment de questions. Vous pouvez préparer vos questions. Allez-vous passer le micro. Voilà. Moi, j'avais deux questions auxquelles ils ne m'ont pas répondu. Ah, on n'a pas parlé du rap. C'est toujours la même chose. Quand il vient des invités, quand on fait des invités, par exemple, monsieur qui nous a parlé de la RDA, je lui avais demandé qu'il parle de l'histoire, il n'a pas voulu me répondre. Alors, Tu viens avec tes questions, on vient avec là, nos j'en réponses. avais deux. Je vous ai demandé, je vous ai parlé des tabourets de bar et du rap. Est-ce que vous mettez le rap dans la chanson? Puis il y avait une autre question beaucoup plus politique, beaucoup plus importante. Pourquoi n'y a-t-il que 40% de chansons françaises sur les chaînes publiques? Voilà. Alors, Et le rap, est-ce qu'on le considère comme de la chanson francophone? Parce qu'il y a quand même de beaux textes qui sont dits parfois. Alors, on n'a pas forcément, et c'est ça qui est bien dans notre complémentarité, déjà on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes, donc on n'a peut-être pas exactement les mêmes réponses, et je vais commencer par donner les miennes parce que c'est mieux que le sachant termine, et bien sûr que le rap c'est de la chanson, il y a du texte, il y a de la musique, et il y a du très bon rap, évidemment, il y a des choses qui sont formidables en rap, c'est peut-être pas la majorité, en tout cas dans ce que moi j'ai fréquenté dans ma curiosité, mais en chanson il y a beaucoup de choses nulles aussi, hein. Il y a beaucoup de choses très mal écrites, il y a beaucoup de choses très mal chantées, il y a beaucoup de choses très mal jouées, il y a beaucoup de choses qui racontent des choses sans intérêt, aussi bien dans la variété, dans la chanson de variété, que donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un style qui soit voilà, qui soit puis on a parlé beaucoup de chansons francophones, mais ça parce que c'est celle qu'on a envie de défendre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de Leonard Cohen ou de Bob Dylan pour entre autres, hein, on pourrait en citer 1000 autres. Donc évidemment, mais tout ça finalement, c'est que des cases. Et moi, j'aime assez penser que dès qu'on aura un monde sans frontières, on se portera bien mieux. Alors on n'a qu'à les briser, toutes ces bordures, toutes ces frontières, toutes ces cases, tous ces cadres. Et on peut avoir des très très bons textes, quel que soit le style. Enfin, je ne pense pas qu'un style empêche de bien écrire ou de bien interpréter. Ça, c'est ma position pour le rap. Et puis, sur les radios publiques,
c'est assez dramatique, hein. Il y a eu des émissions de radio très très importantes sur le service public. On pourrait citer Jean-Louis Foulquier, Alain Poulange, Philippe Meyer. Et malheureusement, ils ont tous été virés les uns après les autres. J'en connais personnellement quelques-uns et qui racontent comment ça a pu se passer. Allez, je vais juste vous citer pour Alain Poulange, parce que c'est de notoriété publique, il me l'a raconté dans une émission de radio qu'on a diffusée. Donc on peut le raconter. Alain Poulange, il avait une émission qui marchait très 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 bien, qui était la plus écoutée de France Inter, qui s'appelait En avant la Zizik. C'était superbe, c'était tous les matins de 11h à 12h. Et puis, juste après, il y avait Laurent Ruquier de 12h à 13h. Et Laurent Ruquier dit, alors ça marchait bien aussi, Laurent Ruquier, bien sûr, et Laurent Ruquier dit, moi je voudrais une émission de 2 heures. Je ne voudrais plus 1 heure, je voudrais 2 heures. Et il intervenait de 12h à 13h. Et il ne pouvait pas avoir le créneau de 13-14 parce que c'était un créneau d'information ou je ne sais quoi. Donc il a dit à... Merci. C'est comme dans la chanson, hein, s'il n'y avait pas les techniciens, on ne serait rien. Merci beaucoup Gérald. Merci, mais vraiment. Du coup, j'ai perdu mon fil. Ah oui, donc Laurent Ruquier dit, je voudrais une 2e heure d'émission. Et on refusait rien, Laurent Ruquier à l'époque. Je pense c'est toujours un peu pareil, je pense qu'il fait toujours le jour et bon bref, le jour et la nuit, mais on ne pouvait pas refuser, enfin soi-disant. Hein. Et donc il dit, moi je veux le créneau de 11h à 12h. Et c'était le créneau de Alain Poulange, le dernier qui a eu une émission de chansons sur France Inter. Et Alain Poulange, la direction de France Inter maintient, dit non, nous on veut garder cette émission de la chanson, etc. Il y a eu un coup de fil de Jacques Lang à la direction de France Inter, véridique. Je n'ai pas entendu le coup de fil, hein, mais je tiens cette histoire de Alain Poulange lui-même. Hein. Et la direction de France Inter l'appelle en lui disant, écoute, on a défendu jusqu'au bout tout ce qu'on pouvait. Il n'y a qu'une chose contre laquelle on ne peut rien faire, c'est un coup de fil de Jacques Lang. Et Jacques Lang, qui est très copain avec Laurent Ruquier, a dit, il faut mettre Laurent Ruquier pendant 2 heures. Et c'est comme ça que la dernière émission sur la chanson francophone sur France Inter a disparu. Donc voilà le côté obscur des choses. Oui, on peut être... T'as une pile neuve, toi? On peut être énervé, effectivement, de voir la pauvreté de la diffusion, même si les quotas sont respectés. Parce que le problème, effectivement, nous avons une loi qui fait qu'il faut obligatoirement que les médias diffusent 40% de chansons françaises. On va dire que c'est un peu adapté en plus, puisqu'on parle de production française, et comme vous le savez, il y a pas mal de productions françaises, y compris avec des artistes qui chantent en anglais. Voilà. Et c'est compté dans ce quota de chansons françaises, effectivement. Donc, il y a un contournement de ça. Apparemment, bon, il y a des vraies volontés. Et la vraie volonté qui a fait remonter les quotas, c'est vous. C'est vous, le public. C'est vous. Parce qu'en fait, sans le public, il se passe ce qui se passe là par rapport à une émission. Hein, s'il n'y a pas une volonté du public qui le dit, et pas simplement qu'il le pense, mais qu'il le dit et qu'il le réclame, ça ne bouge pas. Voilà. Hein, ça ne bouge pas. Merci à vous. Voilà. Donc, c'est vrai pour plein de choses. Et d'ailleurs, puisqu'on avait dit on parlera du public, je pense qu'il est important de dire que vous êtes essentiel dans la chaîne de soutien à la production française. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. L'exemple, vous avez certainement entendu parler de la copie privée. La copie privée, en fait, a été... On parle de Jacques Lang et des problèmes de Jacques Lang, mais en tout cas, on parle aussi d'une loi Lang. Et la loi Lang a permis effectivement de mettre en place la copie privée, qui quelques années après a été votée par le Parlement, et qui fait qu'il y a une compensation par rapport à la diffusion autre que l'achat d'un album pour effectivement aider les artistes et l'ensemble de la production culturelle dans ce domaine-là. Mais en fait, sans que vous le sachiez ou deviniez,
quand vous achetez un album, quand vous achetez une clé USB, quand vous achetez tout ça, vous payez la copie privée. Et cette copie privée vient abonder les sociétés de gestion collective, puisque ça s'appelle justement une gestion collective, c'est-à-dire ensemble, nous avons décidé d'aider les filières artistiques, hein, pour aider le spectacle vivant, pour aider les festivals, pour aider la production, pour aider, voilà, bon, pour aider, y compris d'ailleurs dans les difficultés psycho dont on a parlé tout à l'heure. En fait, voilà, quand vous achetez un album ou un produit vierge, voire même un ordinateur maintenant, en partie, hein, vous payez une redevance qui s'appelle la copie privée. Voilà. Donc vous êtes très important dans la filière de soutien à la chanson et de la diversité artistique et culturelle. Voilà, très bien. Bravo. Si je voulais vous dire, puisque vous dites que certains disent pique et pendre contre les rappeurs, je vous invite à lire Oxo Puccino, qui est un super rappeur, hein, et qui fait le questionnaire de Proust. Hein. C'est assez formidable, et achetez ce bouquin. Très bien. Des questions? Vous avez sauvé la chanson française, mais vous pouvez aussi poser des questions. Merci. Est-ce que vous pensez que des plateformes comme Deezer apportent aussi une aide? Est-ce que, pour ne serait-ce que découvrir des nouvelles chansons? Est-ce que Deezer, par exemple, est-ce qu'une plateforme Une comme aide Deezer déjà financière apporte des aides? Et Alors, permet la découverte de chansons nouvelles ou de chanteurs nouvelles. Sur l'aspect financier, je te laisse répondre. C'est ce qu'ils revendiquent en tout cas. Ce que revendiquent les plateformes comme Deezer, c'est effectivement à partir de ce qu'on écoute et de ce qu'on a envie d'écouter. Ouais, voilà. À partir de ce qu'on écoute, je vais te laisser le dire. À partir de ce qu'on écoute et de ce qu'on a écouté dernièrement, ils nous disent qu'on va aimer. Mais en fait, ça a vite ses limites, ça. Donc moi, je suis un peu sceptique. C'est compliqué parce que si je faisais lever le doigt ici aux personnes qui ont encore des lecteurs CD dans leur voiture, voilà, les disques ont beaucoup moins on écoute beaucoup moins de disques, donc on a besoin des plateformes. Donc oui, elles aident parce qu'on a besoin d'elles. Malheureusement, comme toute médaille a son revers, les plateformes, elles orientent quand même beaucoup ce qu'on est censé écouter. Elles choisissent pour nous. Et c'est les limites. Vous vouliez... Il n'y a plus de micro. Après, on rebondira ou... Je vais donner quelques chiffres, puisque vous disiez comment on aide les artistes. Je vous donne quelques chiffres intégrant d'ailleurs Deezer. Les rémunérations estimées par stream, c'est-à-dire le streaming. Quand vous écoutez quelque chose à partir d'une plateforme. Si vous êtes sur Apple Music, ça fait 0,01 €. Si vous êtes sur Deezer, ça fait 0,004. Voilà. Et sur YouTube, 0,01. Voilà. C'est-à-dire qu'en... Alors oui, c'est effectivement pour un streaming. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'un artiste, alors je crois qu'il y avait un chiffre, ça avait été calculé, en gros, il faut quasiment 10 000 streams pour avoir 1 000 €. Voilà, pour un artiste. Pour vous donner quand même la différence de ce qui se passait, nous, dans nos débuts d'artistes, début de chanteurs, où on avait effectivement des albums, qu'on vendait quelquefois à la sortie des concerts, pratiquement notre cachet était doublé par la vente des albums. C'est-à-dire que c'était une rémunération, c'était très important, très important. C'était d'ailleurs très, très drôle parce que c'était toujours inversement proportionnel au nombre de personnes dans une salle. Dans une salle pleine, il y avait assez peu, tout compte fait, parce que je pense que les gens allaient vraiment
sortent rapidement. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Quand on est dans une petite salle, il y a une vraie proximité entre l'artiste et le public, et du coup, le public va assez facilement acheter un album. Voilà. Mais pour vous dire, vous voyez la différence. Hein. En gros, il faut 10 000 téléchargements pour avoir 1 000 €. Alors, ce que j'ai pas dit, merci pour ces chiffres, mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que parmi d'autres casquettes, je suis prof de maths, et si les chiffres que tu as donnés sont exacts, pour avoir 1 000 €, c'est pas 10 000, mais 100 000 streams qu'il faut avoir. C'est parce que tu es optimiste. Bonjour, vous avez beaucoup insisté sur l'importance de s'organiser tout seul quand on est artiste aujourd'hui, sans pouvoir faire appel à d'autres personnes pour les à côté de la scène, pour les à côté du studio. Donc une double question, comment ça se fait ressentir aujourd'hui dans la production musicale elle-même des artistes? Est-ce que déjà ça se fait ressentir dans leurs chansons, dans leur musique, dans ce qui est proposé? Et puis, peut-être que tu peux nous parler d'un auteur qui s'appelle Simon Chouf, qui lui s'organise pour, en jouant sa musique, en chantant ses paroles, gérer la lumière de ses concerts en direct. Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième. C'est vrai que c'est chouette de parler de Simon Chouf à ce moment-là. Simon Chouf, c'est un artiste toulousain, donc il fait partie de tous ces noms d'artistes qu'évidemment vous ne connaissez pas. Simon Chouf, c'est un artiste toulousain, et effectivement, il a résolu en partie ses problèmes. C'est pas tant par choix, hein, mais ça devient tellement compliqué de tout faire que lui, il a inventé un système. Aussi, ça lui permet de jouer un peu partout et d'être tout terrain. Il a inventé un système très technique pour que, en même temps qu'il fait ses concerts, il puisse régler lui-même ses lumières. Alors son son, ça existait déjà, les gens qui ont les petites tables, mais aussi ses lumières. Il a un jeu de pédales, un jeu de plusieurs manettes, etc. Il joue sur plein de choses. Et pendant son concert, lui-même, il fait tout le travail là. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que j'ai cité comme travail administratif que Garance mène, lui, c'est même le travail technique qu'il en est réduit à faire lui-même. Il n'a plus de technicien son, il n'a plus de technicien lumière, et il gère tout seul sur scène. Donc oui, c'est intéressant de dire. Alors, c'est beau parce que ça permet de trouver des choses, d'inventer. C'est très très ingénieux. Et en même temps, on pourrait se dire, voilà, mais quand même, on arrivait là. Et puis, sur l'autre question, alors ça, c'est une vraie belle question. C'est plus aux artistes qu'il faut qu'on la pose. C'est en quoi est-ce que le fait d'être tellement contraint, ça influe sur l'œuvre? C'est sûr que de devoir faire tous ces métiers en plus de celui de créateur, eh ben, je pense que le travail qui n'est pas passé à créer, qui n'est pas passé à inventer, qui n'est pas passé à faire le métier d'artiste, c'est-à-dire tous ces 80% là qui sont administratifs et qui ne sont pas artistiques, on peut penser, c'est sûr qu'il joue sur la qualité, voilà. Mais en même temps, il y a les deux, parce que c'est intéressant finalement d'avoir rebondi sur Simon Chouf. Ça implique aussi peut-être de l'inventivité, de l'ingéniosité, et peut-être que dans la contrainte, alors on le sait dans plein de domaines, dans l'écriture, que la contrainte peut-être nous permet d'arriver à faire quelques merveilles. Donc voilà, peut-être que la contrainte permet d'avoir des choses assez fantastiques, mais quand même globalement, c'est pas normal, ça reste pas normal qu'un artiste, ils doivent passer tout ce temps-là à chercher des subventions et à recenser lui-même toutes les salles dans lesquelles il pourrait jouer. Et est-ce que Fred, est-ce que le métro reste encore une vitrine intéressante pour des artistes? Le métro, je pense qu'il y a des gens comme Zaz qui avaient été repérés dans le métro, à qui on avait donné une exposition. Il y a eu une émission à France Inter la semaine dernière là-dessus, Oui. où il disait, merci,
Donc la semaine dernière, il y a eu une émission sur France Inter sur les artistes du métro et il disait effectivement qu'il continuait à repérer des artistes, mais alors ce que j'ignorais complètement en tant qu'ancienne parisienne, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ils ont des stations déterminées, ils ont un temps, enfin des horaires déterminés, alors qu'on pourrait croire que c'est libre, mais pas du tout. Et elle était très très intéressante, cette émission. C'est des faux artistes de métro, c'est-à-dire qu'ils ont des créneaux attribués par la RATP pour faire croire. Voilà, plus des stations. Il y a une commission. Ils ont même parlé de se réunit. stations. Et effectivement, il y a pas mal d'artistes qui sont découverts par cette production dans le métro. Hein. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous au mois d'avril où il y a 3 séances intéressantes. Voilà, merci. On applaudit Fred et Michel.